Donc, vous le savez tous, le principe des aides au logement est à nouveau interrogé à la faveur, alors je ne sais pas s'il faut dire de nécessité budgétaire, en tout cas certains le diront, ou de volonté budgétaire. Mais ce n'est pas nouveau, hein. La remise en cause du système d'aide au logement, pour tous les professionnels, on a connu les crises depuis plus de 40 ans. Ça n'était jamais efficace. Face à un coût budgétaire dont on dit qu'il est particulièrement plus élevé que dans les autres pays européens. Alors je dis bien dont on dit parce que ça reste à prouver, les pays ne mettant pas tous les mêmes choses sous l'analyse budgétaire. Donc face à un coût budgétaire qu'on dit plus élevé, les résultats ne seraient pas au rendez-vous. On a entendu ça très très régulièrement. Il y a toujours eu de nombreux rapports pour démontrer l'efficacité ou l'inefficacité des aides, et ces rapports se sont répondus les uns les autres sans qu'il n'y ait moyen définitivement de trancher sur cette question. Est-ce qu'il faut des aides à la hauteur de ce que nous avons ? Même les tenants d'une remise en cause des aides louent souvent leur efficacité. Rappelez-vous le projet de loi de finances 2018 qui, tout en rabotant, vous vous souvenez quand on s'est retrouvé l'an dernier ici, on venait d'annoncer le rabot de 5 € sur les aides au logement étudiant. Donc tout en louant les aides, on rabote, mais on les loue malgré tout. Et ce rapport d'introduction de la loi de finances 2018 soulignait l'effet redistributif majeur des aides personnelles au logement. Ce n'est qu'un exemple. De toute façon, les aides, les réalités qui ont été mesurées au cours des 10 dernières années tendent à démontrer que les aides permettent de sortir, voire d'éviter des crises. Je citerai juste 2 petits exemples. La crise internationale économique et financière de 2008 a été largement évitée du point de vue immobilier en France grâce au plan de cohésion sociale et au plan de renouvellement urbain. De même, la relance de l'accession sociale à la propriété en 2014 a, au dire de tous les spécialistes, permis d'éviter la crise qui redémarrait de 2012. Tout ceci sans parler des effets négatifs sur l'emploi qu'on a pu mesurer dès qu'il y a eu remise en cause des dispositifs d'aide. Alors, c'est sur toutes ces questions que, comme l'a dit Jean-Luc, les entretiens vont se pencher, sur lesquels les entretiens vont se pencher aujourd'hui. Utilité, efficacité, renouveau du dispositif d'aide. Ce matin, nous aurons 2 débats. Un avec les acteurs locaux dans toute la complexité de leur rôle respectif, qu'ils soient promoteurs, social ou privé, qu'ils soient financiers, qu'ils soient représentants ou intermédiaires des entreprises du bâtiment fortement concernées par le logement. Mais aussi les élus locaux dont nous ne devons pas oublier la mobilisation, notamment lorsque l'État baisse ou défaille un peu sur ces aides. Tout le monde se rappelle, en ce début de siècle XXIe, le relais pris par les collectivités locales lorsque l'État a baissé les aides au logement et l'efficacité de cette prise de relais, ou certains diront ce transfert. Et puis il n'y a pas que par les dispositifs d'aide, il ne faut pas l'oublier, d'aide financière, que les collectivités locales interviennent sur le logement. Et toutes les politiques d'urbanisme, de foncier, d'aménagement, etc., sont fondamentales. Il faut bien les lier aussi avec les aides financières. Donc ce matin, nous attendons des acteurs professionnels et élus locaux, puisque le débat sera d'une part sur la Nouvelle-Aquitaine et d'autre part plus centré sur la côte basque. Nous attendons qu'ils nous disent comment ils jugent chacun de son point de vue l'efficacité ou l'inefficacité du système, qu'ils nous disent peut-être, finalement, s'il n'y avait pas d'aide, on en serait où ? Et puis, comment ils voient les évolutions nécessaires, souhaitables, dans un monde en mutation, dont la mutation en cours n'est pas aboutie et dont nous ne voyons pas les uns et les autres tout à fait le cadre, le schéma aboutir. Voilà, je crois, en 2 mots, et vous en aurez plus cet après-midi.
Donc, on va appeler les différents invités, donc les professionnels d'abord de l'immobilier. Donc vont venir à cette estrade Muriel Boulmier, je l'appelle, voilà, merci. Muriel Boulmier, vous êtes présidente de la Rocha, et de l'Union régionale, un organisme qui compte plus d'une trentaine de structures, c'est ça, et qui a à peu près 350 000 locataires, ai-je lu. Est-ce que c'est vrai? Plutôt 600 000, puisque... Ah bah oui, niveau... alors là, c'est complètement différent. Oui. Mais ça donne que plus de légitimité à votre parole. Nous verrons ça après. J'appelle aussi Bruno Dumas. Bruno Dumas, merci. Alors Bruno Dumas, vous êtes le président de Siléo Habitat, collecteur du 1% logement, Action Logement. Aujourd'hui, vous êtes à la tête donc vous couvrez une quinzaine de départements, c'est ça? Un peu plus, puisque en fait, Siléo Habitat, décidément. Inly Sud-Ouest maintenant, donc c'est une des 5 filiales logement intermédiaire d'Action Logement Immobilier. Et depuis le mois de juin, nous intervenons sur l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine. Et nous avons à peu près 600 logements dans le Pays Basque, entre Bayonne, Anglet, enfin toute cette partie-là. Voilà. Et combien de salariés sont affiliés à travers les entreprises que vous couvrez? Alors, attendez, qu'est-ce que vous voulez dire? En fait, répétez la question. Voilà, vous avez des entreprises qui vous collectez auprès d'entreprises, qui représentent un certain nombre de salariés. Sur le logement, oui, alors là, c'est au niveau national. Maintenant, c'est regroupé nationalement. C'est vrai. C'est toutes les entreprises de plus de 20 salariés qui cotisent. Et Action Logement Immobilier, c'est 1 million de logements à peu près entre les filiales HLM et le logement intermédiaire. Bien sûr. D'accord. On appelle également David Frélon. David Frélon, vous êtes le gérant de Sagec Sud Atlantique, c'est ça? Pour l'instant, c'est bon. Voilà. Et vous êtes un constructeur régional spécialisé donc sur l'accès à la propriété, avec à votre palmarès plusieurs milliers de logements. Je ne vais pas lancer de chiffres parce que j'ai peur de me planter. Ça change tout le temps, de toute façon. Non. Oui, ça change tout le temps. En fait, Sagec a fêté ses 50 ans l'année dernière, et c'est un promoteur un peu atypique dans son organisation, puisque c'est une société qui est organisée en 5 filiales régionales, chacune ayant son centre décisionnel dans sa région propre. Voilà, alors Sagec, à l'échelle nationale, fait environ 1500 logements par an, et nous, ici, localement, bon an, mal an, 250 à 300 logements. Alors maintenant, on appelle Jean-Paul Mazoyer. Vous êtes... Pardon. Représentant. Non, Jean-François Rinfrain, puisque vous êtes le directeur général adjoint du Crédit Agricole de Pyrénées-Gascogne, Jean-Paul Mazoyer étant été excusé. Merci d'excuser, oui. Alors rapidement, quel est votre poids aujourd'hui dans le pays? Le leader. C'est dur, hein. Juste après les congés, j'ai pris 3-4 kilos. Je pense. Non, bon, la caisse régionale Pyrénées-Gascogne, c'est 3 départements, mais c'est 4 territoires. Hein. C'est la Bigorre, le Béarn, le Pays Basque et la Gascogne. C'est 1600 collaborateurs. Donc, si on rajoute les filiales de la banque, on monte à 2300 collaborateurs. Mais donc, c'est 1600 collaborateurs pour l'activité bancaire. Et pour l'activité habitat, parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est 42% de part de marché habitat. Donc, plus de 4 logements sur 10 financés par la caisse régionale. Donc vous savez de quoi vous parlez. J'espère, on verra. Merci. J'appelle Didier Ridoré. Didier Ridoré, vous êtes aujourd'hui le président de la SMA BTP, mais vous avez une grande expérience du secteur, puisque vous étiez président de la FFB au pire moment, dirons-nous, puisque c'était en 2008. Et vous avez aussi un ancrage régional, puisque vous présidez une société à La Rochelle. Absolument. Alors une société professionnelle, entrepreneur de bâtiments, et également une ESH qui s'appelle Immobilière Atlantique Aménagement. Voilà, donc vous pourrez intervenir sur les deux branches. Absolument. On appelle maintenant Annabelle Violet. Bienvenue. Vous êtes la directrice régionale adjointe de la Caisse des dépôts Nouvelle-Aquitaine.
particulièrement en charge du logement, et notamment avec des compétences particulières dans cette Caisse des dépôts pour tout ce qui est rénovation. La Caisse a engagé beaucoup d'argent pour contribuer à la construction et de la rénovation de pratiquement 20 000 logements, c'est ça ? Alors en Nouvelle, oui, on n'est pas loin de ce chiffre-là. En Nouvelle-Aquitaine, on a mobilisé 1 milliard de prêts sur l'année 2017, dont 880 millions sur le logement. Et ça veut dire, grosso modo, 7 000 logements construits et 10 000 logements réhabilités en Nouvelle-Aquitaine. Très bien. Bah, écoutez, merci de participer à ces débats. Pierre. Oui, ben on va rentrer dans le vif du sujet on va le faire avec Muriel Boulmier, si vous le voulez bien, puisque vous représentez un ensemble d'offices HLM importantes de Nouvelle-Aquitaine. Les aides au logement, évidemment, ça vous parle. Vous allez peut-être nous expliquer un peu qu'est-ce que ça représente sur le territoire et répondre à la question, qu'est-ce que vous feriez sans ? Est-ce que vous existeriez ? Alors, comme une société est quelque chose de parfait, on n'a même pas besoin d'appuyer et on a le son direct. C'est quand même génial. Magnifique. Bien. Alors, juste un mot de présentation de la Nouvelle-Aquitaine, puisque comme vous l'avez compris, le centre de la Nouvelle-Aquitaine, c'est Bunus. Hein, ça ne vous a pas échappé à tous. Moi, je voudrais rappeler un préalable. C'est vrai que nous sommes un certain nombre, comme le rapportait Sylvie Régnier dans sa présentation, à être fidèles à ces entretiens, et bon, ce qui montre évidemment que nous y reconnaissons des visages. Eh bien, c'est en effet la deuxième année consécutive que pour la première fois, excusez-moi, c'est pas paradoxal, mais que pour la première fois, nous n'avons pas de ministre. C'est-à-dire que depuis que ce nouveau gouvernement est installé, à part prendre le logement, et je vais parler du logement global avant de venir évidemment vers le logement social, à part ce mode-là d'interpellation, de culpabilité et par conséquent assez punitive pour le logement, eh bien nous n'arrivons pas à avoir une confrontation, un dialogue, un débat, tout simplement. Comme le disait Jean-Luc, nous n'avons jamais été opposés à une réforme, à revoir un certain nombre de choses, sauf qu'on n'arrive pas à engager profondément ce dialogue, et nous arrivons encore moins à engager ce dialogue dans des rassemblements comme les nôtres, qui sont quand même plutôt bon enfant. Enfin, voilà, on n'en meurt pas, quoi. Hein, bon. Surtout qu'on revient avec du fromage de brebis, enfin vous verrez, vous connaissez ça. Bon, alors voilà, ceci pour le préalable. Deuxième préalable, présentation de la Nouvelle-Aquitaine, plus grande région de France pour sa géographie, 6 millions d'habitants, avec le rassemblement Limousin, Poitou-Charentes et Aquitaine, c'est désormais la région la plus âgée de France, donc apprenti centenaire. Accrochez-vous, hein, on est voilà. Et puis enfin, nous avons donc 63 organismes de logements sociaux. Dans ces 63, vous savez qu'il y a toutes ces familles, hein, la famille dite privée, avec les entreprises sociales pour l'habitat, et puis les familles rattachées aux collectivités publiques que sont les offices. Eh bien, cet ensemble-là représente 284 000 logements et héberge pour ceux qui ont des activités particulières, mais loge, ce qui est très important pour moi, 600 000 personnes. C'est-à-dire 10% de la population totale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Et donc, à la question malicieuse que posent les organisateurs des entretiens, je serais tentée de répondre en disant simplement, pour être légitime, des aides doivent être efficaces. Ça, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle des aides ? Et parce que la question, hein, vous avez vu du débat, c'est les aides au logement. Il n'est pas question de logement social. Donc, il y a deux grands types d'aides. Il y a les aides au logement, à l'incitation à produire du logement privé par la défiscalisation. Et puis, il y a l'aide au logement social,
dont les spécialistes sont à peu près dans la salle, et comme nous invitons toujours tout le monde, Dieu merci, tout le monde peut s'exprimer. Et si nous reprenons les chiffres de la Commission nationale du logement, dont je fais partie, dans notre rapport définitif, nous savons que les aides au logement social, c'est globalement 18 à 20 milliards, et que les aides complètes, c'est pratiquement 45 milliards, et que ensuite vient ce que ça rapporte, et encore heureux que ça rapporte. Moi, je suis complètement d'accord, et je suis pour qu'il y ait un marché des promoteurs. Je suis pour que le bâtiment continue à promouvoir toute la diversité qu'il a mis en œuvre dans les emplois, etc., pour que les banques poursuivent. Je dirais un mot particulier de la CDC tout à l'heure, mais néanmoins, ça rapporte presque 75 milliards. Donc, culpabiliser les acteurs du logement, je trouve que c'est un peu décalé. Et puis, ensuite, c'est que nous savons que le logement, c'est la part de notre vie. Et alors, moi, je me dis, sous quel angle doit-on prendre cette question de la légitimité ? Est-ce qu'on la prend par l'angle du territoire ? Et je trouve que le fait d'être à Bunius mérite de poser la question. Et est-ce qu'on la prend sous l'angle du territoire en faisant référence à Jean Viard, ce qu'a fait Jean-Luc Béraud tout à l'heure, et en parlant du citoyen connecté ? Auquel cas, on plonge tout de suite dans l'aménagement du territoire. Et est-ce que le logement peut se déconnecter de l'aménagement du territoire ? Non. Est-ce que l'aménagement du territoire peut se déconnecter d'une participation des public au sens local ou national? Non. Ensuite, on peut évidemment la prendre sous l'objectif de la cohésion sociale et territoriale. Ça nous ramène un peu à la première question, mais ça entraîne vers la cohésion sociale, c'est-à-dire qu'on parle des familles. Et alors, est-ce qu'il est légitime de parler uniquement du logement social, comme si ça absorber une partie de la population marquée, ou bien est-ce qu'il faut plutôt que nous réfléchissions au logement abordable, c'est-à-dire comment des familles modestes passent la marche du confort et de la sécurité, et oui, à quelques degrés que cela suppose, eh bien oui, ça demande sans doute une contribution publique qu'on appelle l'aide d'État, et qui est, je vous le rappelle, reconnue par la Commission européenne comme étant un palliatif de l'offre privée qui serait insuffisante, et le manque de logement le montre. Est-ce qu'on doit aller vers ce que dit la Cour des comptes à ce sujet de la cohésion sociale ? La Cour des comptes dit que la cohésion sociale n'est pas une mission des organismes HLM, c'est simplement une conception résiduelle. C'est-à-dire que pour la Cour des comptes, si vous mettez un immeuble dédié entièrement au logement social dans un quartier, la mission de l'intérêt général de la cohésion sociale est remplie. Nous savons bien tous les dégâts que ça fait, donc je ne m'appesantis pas là-dessus. Est-ce que le logement social doit être juste un palliatif dans les zones tendues, ou bien est-ce que ça nous ramène à l'aménagement du territoire ? Et alors, pour terminer, je voudrais vous dire que pour moi, cet ensemble de questions amène plutôt vers une mutation du jeu des acteurs. C'est-à-dire qu'en 2018, quand s'est produit la loi de finances, eh bien, ça a été une mesure politique, incontestablement. Baisser l'APL, c'est une mesure politique, qui a été cachée sous une mesure technique dont je vous disais tout à l'heure que je pensais qu'elle était culpabilisante et interpellative, et que, en tout état de cause, on a fait payer à 5 millions de logements 1,5 milliard de substitution à la baisse de l'aide. 5 milliards, et ça, enfin moi je ne m'aventurerai pas trop parce que Didier Ridoré est là, mais dont nous voyons bien que ce 1,5 milliard a un effet d'écho important, et on remarque une tendance de la baisse des permis de construire. Mais enfin, bon, ça nous verrons cela, en tout cas c'est annoncé. Et puis, il y a la seconde étape. Je parle là du logement social. L'obligation de faire 40 000 ventes par an. Alors, c'est une obligation qui existe depuis 2007. Pourquoi n'a-t-elle pas été remplie ? Alors, certains diront que les organismes de logement social n'y ont pas mis de la bonne volonté, peut-être.
Mais d'autres diront aussi que la loi va aider par l'obligation, peut-être. Mais également, il ne faut peut-être pas non plus oublier que habitent dans le logement social, par hypothèse et construction, des personnes qui ont des revenus modestes. Donc, toutes ne peuvent pas accéder à la propriété. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous mettons en place, pour permettre cette obligation, les organismes nationaux de vente. Bien. Et ça pose une question qui est, à mon sens, encore plus fondamentale. Les organismes HLM vont-ils vendre pour construire ou vont-ils construire pour vendre? Et si c'est la deuxième hypothèse, mes amis, ça pose quand même le problème de la mission. Et donc, comme le disait Jean-Luc Béraud tout à l'heure, dans ce panorama que je vous ai un peu pas à l'après-vert, j'espère, mais en tout cas que j'ai brossé, qu'est-ce qu'on fait simplement des gens? Voilà. Parce que le résiduel, les ghettos, enfin, etc., nous avons quand même un faisceau de sujets qui s'entrecroisent. On peut pas, je sais bien qu'on peut séquencer, je sais bien qu'on ne peut avoir qu'une vue budgétaire, mais je pense que là, on parle de la vie des gens et on ne parle pas de la vie des gens à la marge. Non, on parle des gens modestes. Quand je vous disais la Nouvelle-Aquitaine, région la plus vieille de France, je rappelle qu'il y a certains parcs où nous avons 22% de plus de 65 ans. Je voudrais rappeler simplement que le fait que vous savez, ce débat sur les petites retraites, etc., eh bien que ceux qui ne sont pas propriétaires et qui sont âgés et modestes font qu'on a une tendance à la hausse des demandes de cette catégorie-là qui est conséquente. Elle n'est pas anecdotique, elle est conséquente. Et on ne peut donc pas traiter de manière complètement étanche le sujet des retraites, le sujet de l'âge, le sujet des aides à la pierre dont on sait que, évidemment, les collectivités se désengagent, elles n'ont plus d'argent, le FNAP, il n'existe pratiquement plus, et donc c'est dans le jeu des acteurs, c'est évidemment les organismes. Et un mot sur la CDC, qui est très présente, puisque cette mesure de la loi de finances 2018 qui devait être indolore est tellement indolore que la CDC a été appelée en pompier, si vous me permettez cette expression, pour proposer 1, 2, 3, 4, 5 solutions, qui fait que les organismes, évidemment, contractent et la CDC est très compétente sur le sujet, mais ça veut dire qu'on construit désormais avec un amortissement qui va être à peu près à 70 ans et qui, évidemment, n'a aucun sens. Voilà. On posera la question à Annabelle Violet. Merci en tout cas de cette intervention. Concrètement, là, il y a des discussions, il y a même des décisions qui ont été prises. Ces 40 000 logements qu'on demande au monde HLM de remettre sur le marché, vous, à l'échelle de la région, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire 40 000, ça va faire... Alors nous, attendez, on a 284 000 sur 5 millions, donc ceux qui sont agiles là, font la proportion. Et donc vous continuez la proportion et ça va faire quoi ? 2000. Il y en a qui savent compter, moi je suis ravie. Ça va faire à peu près 2000 au niveau de la Nouvelle-Aquitaine. L'année dernière, il y en a eu combien de vendus ? On a une idée à peu près ? 500, hein 500 à peu près, oui. D'accord, oui. Ça veut dire un quadruplement donc, du rythme, évidemment. Bien sûr. Évidemment. Alors, il faut savoir aussi que, par exemple, dans mon département... où il y a 62% de bénéficiaires de l'APL, hein, le Lot-et-Garonne. Dans mon département, l'organisme dont je suis le mandataire, nous n'avons que 2% de vacants. Enfin, il ne faut pas croire que le rural n'a pas de clientèle modeste. Il ne faut pas croire. Et 2% de vacants, vous êtes forcément obligés de vendre les logements à des gens qui les occupent. Mais encore faut-il qu'ils aient les moyens d'acheter. Oui. Voilà. Et donc aujourd'hui, reprenons ces 2000. Ces 2000 vont susciter, vendu à un certain prix et vont faire rentrer de l'argent. À quoi va servir cet argent ? Puisque ah oui, c'est quand même intéressant de savoir ce qu'on en fait. Bien sûr.
C'est une ellipse grossière que j'ai faite. Bien entendu, quand je dis vendre pour construire, c'est cela que ça veut dire. C'est-à-dire que normalement, le produit de la vente, normalement, dis-je, doit donner un résultat bénéficiaire, hein, donc marginal mais bénéficiaire, qui doit se substituer à la défaillance de l'État, et enfin à la défaillance des autres financeurs, et puis surtout à la défaillance de l'État avec la ponction qu'il nous a fait, et reconstituer les fonds propres à mettre dans les constructions nouvelles. Ceci dit, tout ça fonctionne excessivement bien en équation. C'est vrai, hein, je ne plaisante pas. Mais quand on touche à la matière où l'humain rentre en compte, parce que pour qu'un logement soit acheté, encore faut-il qu'il y ait un acheteur, je ne parle pas du vendeur, puisque par hypothèse il existe, eh ben, les choses se compliquent un peu. Très bien. Merci. Donc, Bruno Dumas, vous êtes aussi un des acteurs de la construction et du monde HLM. Oui. Oui. J'ai plusieurs casquettes. Oui. Plusieurs casquettes, voilà. Je suis aussi entrepreneur de bâtiment, donc je suis aussi constructeur. Voilà. Quelle est votre vision là-dessus, justement? Alors, si vous voulez, peut-être je vais compléter l'autre partie en parlant du logement intermédiaire, puisqu'en fait, si le Habitat ou Indy Sud-Ouest est un acteur du logement intermédiaire, même si je m'occupe aussi via Action Logement Immobilier des filiales ESH que nous avons en Occitanie. Mais d'abord, en préalable, ce qui me semble important, et ce sur quoi il faut peut-être s'arrêter, ce n'est pas tellement le niveau de prélèvement ou de redistribution, c'est le delta entre les deux. Parce que ce delta entre les deux, alors ce serait 10 milliards d'aides à la pierre et puis 20 milliards ou 50 milliards de prélèvements, mais ce serait 10 ou 40 milliards à trouver pour l'équilibre. Puisqu'en fait, on serait dans une société dite ultralibérale, il n'y aurait ni d'aide ni de prélèvement. C'était le Second Empire, et donc c'est la loi du marché qui réglerait tout ça. Mais ça, c'est fini donc depuis le Second Empire. Depuis, il y a une société avec une économie encadrée, et les aides sont le moyen que l'État a pour diriger l'économie vers ce qu'il veut. Hein, ou avoir, avec des aides à la personne, plus de gens qui votent pour lui, ou avec des aides fiscales, des gens qui votent pour lui, enfin bon, peu importe comment on va dire une politique de redistribution, une politique d'aménagement du territoire. Ou aménager voilà, le territoire. Non, je parle sans note, c'est pour ça que je dis ce que je pense. Voilà. Non, mais sérieusement. Donc, ce qui compte, c'est ce delta. Et comment on finance ce delta? Puisqu'en fait, on l'a bien vu, la différence entre ce qui est prélevé et ce qui est redonné, c'est un delta qu'il va falloir prendre sur notre activité, puisqu'elle déséquilibre l'activité économique que nous représentons tous. Donc ça s'adresse à tout le monde, alors plus ou moins en fonction que si l'aide de la personne va plutôt vers les sociétés HM, puisque ce n'est pas trop dans le parc privé ou encore moins dans le logement intermédiaire, c'est vraiment anecdotique, eh bien eux auront moins d'efforts à faire pour compenser, ce qui est normal. Hein, c'est la volonté, c'est la politique d'ailleurs tout à fait inscrite de façon continue par tous les gouvernements qui suivent. Alors en ce qui concerne, et donc forcément il y a un delta différent à trouver ou à amortir différemment dans le temps, et ça c'est la capacité de production et d'innovation et tout ce qui suit du monde de la filière construction qui doit le trouver. Alors en ce qui concerne, pour répondre à votre question, que serions-nous si nous n'avions pas d'aide, et en ce qui concerne le logement intermédiaire. Le logement intermédiaire, c'est en gros l'équivalent des aides qui sont données à la pierre pour les privés. On a le même plafond de loyer, 10 euros au mètre carré, pareil que pour le Pinel. Et nous, on a deux types d'aides dans le logement intermédiaire. C'est une TVA à 10%, c'est pas négligeable, et c'est ensuite une suppression de taxes foncières pendant 15 ans. En contrepartie, on a un plafonnement du loyer. Qu'est-ce que nous serions si nous n'avions pas ces aides? Il faut savoir qu'aujourd'hui, déjà pour construire et répondre aux critères qui nous est donné, nous avons besoin de, selon les endroits où nous nous trouvons, de mettre des fonds propres entre 40 000 dans les grandes agglomérations, puisque le logement intermédiaire, ce sera une des interrogations que je poserai peut-être à la fin de mon intervention, c'est limité donc jusqu'au B1, dans les zones B1, c'est-à-dire Paris, les grandes métropoles et quelques banlieues autour des grandes métropoles. Et donc, nous devons mettre entre 40 000 et 80 000 euros de fonds propres. À partir de ce moment-là, il y a deux types d'intervenants, soit ceux qui ont, comme nous,
une histoire des biens amortis, et donc nous pouvons mettre des fonds propres parce qu'on a des bâtiments amortis, alors soit que l'on vend pour trouver des fonds propres, soit la trésorerie qui est dégagée par des opérations qui continuent d'être louées alors qu'elles sont déjà amorties et remboursées, soit d'autres intervenants plus jeunes, ils doivent faire appel à des fonds extérieurs, comme Didier Ridoré pour en parler, et donc ces fonds doivent être rémunérés. Donc en tous les cas, de toute façon, soit nous, on peut considérer qu'on ne rémunère pas nos fonds propres. En tant qu'entrepreneur, j'aime pas trop la notion parce que c'est pas tellement logique. Alors on peut toujours se dire qu'on récupérera le résultat ou la rémunération des fonds propres quand on revendra dans 25 ans, 30 ans, 40 ans le bâtiment parce qu'on espère qu'il fera une plus-value. Ça, c'est l'idée de la rente immobilière qui est diffuse par en se disant qu'il n'y a aucun risque à faire de l'immobilier. Je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit vrai partout, mais bon, ça c'est une vision. Enfin, en tous les cas, on peut l'imaginer. Quand on est entrepreneur, on prend un risque. Soit on essaie de rémunérer, on rémunère plus rapidement le fonds propre. Ça, c'est quand on a un banquier qui vient vous amener des fonds propres en question. En tout état de cause, il faut que ce bilan il tourne. Parce que quelques sociétés, quand on fait le logement intermédiaire, si vous avez systématiquement une perte à la fin d'année, ce ne sera pas possible. Ce qu'il en est aujourd'hui, c'est que quand on regarde ce qui se passe, c'est qu'avec les aides que nous avons, l'équilibre locatif est quasiment à zéro. La seule chose qui nous permet de dégager, c'est le produit de nos ventes et donc la réalisation du patrimoine que nous avons constitué il y a 20, 30, 40 ou 50 ans, qui aujourd'hui, donc, on vend les bijoux de famille pour permettre le fonds propre, de mettre les fonds propres pour les opérations. Ceci étant, ça ne me dérange pas, dans le sens où Action Logement est une notion de service public et d'intérêt général, et qu'après tout, on n'est pas là pour faire des bénéfices. Notre souhait, c'est de loger les salariés et les entreprises au meilleur coût et au plus juste, puisqu'on n'a pas d'actionnaires à rémunérer et puis qu'on a la chance d'avoir du fonds propre. Mais le système, c'est là que je veux arriver à répondre à votre question, si effectivement nous n'avions pas ces aides, je n'aurais pas d'autre solution que d'augmenter mes loyers. Est-ce que vous avez... Je pense avoir répondu là clairement à la question. Quand vous rencontrez les personnes qui sont accessibles à ce 1% logement, ils sont préoccupés par ce dessin ? Alors, les personnes qui sont, c'est-à-dire celles qui profitent de... les salariés. Bon sens du terme. Oui, tout à fait. Le droit Ceux qui ont le droit. Non, pas du tout, parce que c'est un mécanisme assez compliqué que personne ne connaît vraiment. Ils ne sont pas encore sensibilisés à ça. Le 1% logement, les intérêts, l'impact que ça a sur les 26 ou 30 millions de salariés de notre pays, je pense que personne ne le cerne vraiment. Mais justement, est-ce que la complexité de cette cuisine, qui est une cuisine qu'on ne voit pas, pour initier, justement, est-ce que ça ne favorise pas les critiques, puisque on peut toujours taper dessus et dire c'est mal géré, c'est mal fait. Ou souvent on croit que c'est de l'argent public alors que c'est de l'argent qui est géré paritairement. Donc c'est des fonds paritaires qui viennent de l'activité économique privée du pays. Enfin, est-ce que dans la France, on peut dire qu'il y a une activité économique largement prise ? L'État est tellement présent dans beaucoup d'entreprises, mais disons que globalement, c'est l'économie qui produit ces 1 million de logements depuis que ça a été mis en place dans les années juste après-guerre. Donc, je pense que ce qui est important, c'est pas tellement que les gens soient au courant, parce qu'après tout, peut-être il faudrait, au même titre que pour la sécurité sociale, si on savait ce que ça nous coûte réellement, ce que ça ne nous coûte pas, plus exactement, de se faire soigner, ce serait peut-être bien que les gens sachent effectivement ce que ça ne leur coûte pas réellement quand ils payent un loyer. Mais ce qui est sûr, c'est que dans le cadre du logement intermédiaire, où on s'adresse à des gens qui sont plutôt le haut du panier, puisque ce ne sont pas des gens éligibles pour la plupart aux aides au plafond HLM, il est évident qu'on a quand même un coût qui est en dessous du coût réel de ce que serait le marché s'il n'y avait pas d'aide. Mais ça vaut aussi pour le bailleur privé, puisque s'il n'y avait pas les lois Pinel et autres, le plafond de 10%, de 10 euros, il faut bien comprendre que la contrepartie des aides, c'est l'autorisation de l'État de mettre un plafond. Parce que s'il y avait un plafond sans les aides, on n'est plus dans une économie libérale à ce moment-là. Bien sûr. Très bien. Dans une économie dite sociale. Alors par contre, ce qu'il faut peut-être retenir, le message que peut-être il faut faire passer, c'est que ce qui me semble pas tout à fait logique, je parle dans le cadre du logement intermédiaire, c'est que
on nous demande d'intervenir où on a des aides dans les zones, comme j'ai dit, jusqu'à B1. Or là, ce sont des zones dites pour la plupart du temps tendues, où il y a un marché, où il y a une offre, il y a une demande. Je me demande quel est l'intérêt réellement de ne pas laisser fonctionner le marché, tout simplement, dans ces endroits-là, puisque là... Par contre, on se rend compte que dans le cadre de certaines opérations, aujourd'hui on commence à découvrir le cadre de l'action cœur de ville, où on rentre dans des territoires où justement le marché ne fonctionne plus réellement. Est-ce que ce n'est pas là qu'on devrait apporter des aides si on voulait permettre à des gens dans des villes moyennes? Je prends l'exemple de Pau, on peut intervenir, Tarbes, on ne peut pas intervenir. Je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas des besoins de se loger à Tarbes à des coûts où on pourrait aider, où on pourrait financer, où on pourrait amener grâce à ces aides, qu'on devrait peut-être diminuer ailleurs, mais on ne pourrait pas, dans des villes donc, en périphérie ou moins importantes, ou des petites même bourgades, il y a quand même des gens qui ont besoin de se loger, parce qu'il y a des coûts réellement où on peut équilibrer, parce que sinon vous vous retrouvez avec une attraction des villes où il y a des logements subventionnés, je veux dire, elles deviennent attirantes, parce que des loyers qui peuvent se permettre d'être plus bas, et finalement on ne fait qu'attiser le phénomène de déséquilibre et de surchauffe de ces grandes agglomérations. Mais ça prouve bien une chose, c'est que justement ce zonage qu'on essaie de faire toujours plus précis, mais il est toujours dirigé, il est toujours décidé depuis la métropole de Paris. Oui, mais heureusement qu'on ne leur dit pas tout à la métropole. Oui, non, mais justement, il faudrait dans ce cas-là avoir de votre côté des réponses qui soient des réponses régionales, locales, oui, et pouvoir élaborer des grilles qui soient beaucoup plus précises et qui répondent plus à la fois aux besoins et aux nécessités de l'aménagement du territoire. Bien sûr, mais c'est vrai que alors là on sort du débat un petit peu de l'aide au logement. C'est vrai que en ce qui concerne le mouvement Action Logement, c'est vrai que je me rends compte que nous sommes très délocalisés, même s'il y a une centralisation parisienne, parce que c'est comme ça, mais dans la réalité, les centres de décision sont locaux. Ici, il y a une directrice générale d'une société HLM toulousaine qui est Cité Jardin. C'est à Cité Jardin que ça se dessine. Et si on n'investit pas tout le temps à Toulouse, c'est sa première couronne, Dieu merci. Et on est là, nous, les élus, pour en plus appuyer sur le fait qu'il faille se mettre ailleurs et aller aussi dans des endroits où il y a des entreprises qui ne sont pas forcément à Toulouse ou à Bordeaux. Il y en a qui sont à Pau, à Bayonne, qui sont... moi, je viens d'une petite ville où il y a Revel. Il y a des usines à Revel, elles ont besoin de loger leurs salariés. Si on ne les loge plus, elles iront à Toulouse, elles se mettront le siège à Toulouse, l'usine à Toulouse, et tout le monde va partir à Toulouse. Mais ça, c'est peut-être cette vision dans les aides qui, me semble-t-il, cette vision, vous en avez parlé, d'équilibre dans l'aménagement du territoire, n'est peut-être pas... vu de Paris, qui a peut-être des prérogatives plutôt macro, pas macroniennes, juste de grande vision de macro, en disant il y a un problème de tension sur les marchés, donc j'agis là. Mais je pense que c'est une erreur, parce que tel que c'est prévu aujourd'hui, enfin une erreur, c'est pas propre à ce gouvernement d'ailleurs, c'est une vision générale depuis longtemps, et c'est plutôt l'administration, je crois, que les politiques qui le visent, qui le voient. Je crois que c'est une erreur de cible. Par les aides, on devrait justement aider les endroits qui ont du mal à rester peuplés, parce qu'il y a un problème d'investissement pour trouver des logements adaptés aux normes dans les petites villes, parce qu'il n'y a aucune aide là-dessus. Oui, c'est un problème de concertation. Ouais. On a vu ensemble donc les forces et les faiblesses liées au monde du logement social. On a vu le logement intermédiaire avec vous. On aborde maintenant le logement libre et les besoins liés à ce marché particulier. Et c'est un marché qu'on considère quand même beaucoup aidé. Il y a beaucoup de critiques autour de ce marché libre, notamment sur le Pinel. Le Pinel, il est entre guillemets condamné, c'est-à-dire qu'on connaît son échéance, mais on voit aussi que c'est un marché, le marché libre, qui est extrêmement sensible aux mesures qui sont prises. Il y a eu un impact rapide avec le PTZ, il y a un impact rapide avec les mesures d'aide à l'investissement locatif. Quelle est votre vision, vous, de ce qui se passe au niveau régional, la sensibilité de ce marché, le marché libre de
de l'accès pour des propriétaires, cette fois-ci. En fait, incontestablement, les dispositifs de défiscalisation ont un impact sur l'activité de la production de logements libres. Le PTZ, certainement également dans une moindre mesure. Sur la loi Pinel, c'est vrai que la question de savoir si oui ou non c'est bien, c'est un peu manichéen. C'est-à-dire qu'en fait, incontestablement, la loi Pinel les dispositifs de défiscalisation qu'on a connus depuis plusieurs années ont quelques vertus quand même. La première d'entre elles, c'est de modérer les loyers dans les zones tendues. On l'a vu puisque l'agence d'urbanisme a remis avant l'été les conclusions les conclusions provisoires d'une analyse qui a été faite sur les loyers de l'agglomération, donc de la Côte Basque, où on voit clairement que pour les logements qui ont été mis en place à compter des premières défiscalisations, très clairement, les loyers ont été condensés. Déjà, la moyenne a été légèrement rabaissée par rapport aux loyers des années précédentes, et l'écart entre les loyers les plus bas et les plus hauts s'est compressé également. Ce qui veut dire quoi? En fait, vous savez que dans le cadre d'une défiscalisation, l'investisseur est tenu de louer l'appartement concerné en ne dépassant pas un certain plafond de prix. Donc, nécessairement, tous ces logements neufs qui ont été mis sur le marché sous dispositif Pinel ont été contraints par ce niveau de loyer. Ce que ça a entraîné, je pense mécaniquement, c'est, par un effet de masse aussi de production, ça a entraîné un tassement également des loyers sur l'ensemble du marché, y compris de l'ancien. Donc ça, je pense que c'est une bonne chose. La modération des loyers peut avoir une autre cause, c'est la faiblesse de la demande. Oui, justement, là je parle des zones tendues sur lesquelles la demande ça s'applique également. La demande n'est pas faible. Il y a clairement des besoins en logement qui aujourd'hui ne sont pas forcément satisfaits. C'est une pénurie de l'offre. Exactement, pénurie de l'offre. D'ailleurs, on le voit bien aujourd'hui sur l'agglomération de la Côte Basque. On est aujourd'hui dans la production de logements neufs. Alors, ce sont des notions qui sont un peu floues comme ça, mais on a aujourd'hui un stock de logements à vendre qui représente à peine 6 mois d'activité. Ce qui représente un déficit clairement de l'offre par rapport à la demande. On considère généralement que pour qu'un marché soit stable et sain, l'idéal est que ce marché comporte 8 à 10 mois de stock de logements. Donc ça c'est pour les effets bénéfiques de la loi Pinel, qui ont également eu pour un effet incitatif sur les investisseurs. Donc il en est découlé forcément un maintien de l'activité de production de logements, ce dont, en tant que promoteur, je ne peux pas me plaindre, et ce dont les entreprises de la construction dans leur ensemble ne peuvent pas se plaindre non plus. Maintenant, la question qui se pose, c'est de savoir si, en l'absence de tels dispositifs, l'activité s'effondrerait, et s'effondrerait à long terme. Alors, je n'ai évidemment pas la réponse, en tout cas sur le long terme. Sur le court terme, il paraît assez évident que si ces dispositifs s'arrêtent, ça mettra inévitablement un coup de frein sur les niveaux de vente, donc sur les niveaux de production. Par contre, sur le long terme, je n'ai pas la réponse. On fera un coup de projecteur, mais de rétroprojecteur avec Didier Ridoré, qui nous expliquera peut-être tout à l'heure qu'est-ce qui s'est passé en 2008. Parce qu'il y a eu de ce point de vue-là un effondrement, et il y a eu une action assez rapide qui a été conduite et qui a relancé un petit peu l'activité. Donc on en parlera tout à l'heure. Et vous ressentez une baisse de construction là? Alors oui. Ou pas encore? Il y a une baisse, manifestement, je vais y revenir. Par rapport aux effets de ces dispositifs de défiscalisation, je voudrais quand même m'attarder 2 minutes sur les effets, ce que je considère moi des effets pervers. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte que sur les zones tendues, les promoteurs, donc je parle vraiment des acteurs privés de la construction, se livrent une bataille acharnée, en particulier chez nous sur la Côte Basque, pour aller acheter du foncier sur lequel on puisse construire. Ce qui veut dire que cette bataille acharnée induit nécessairement une hausse des prix du foncier.
Par ailleurs, l'incitation à l'investissement qui est générée par les dispositifs de défiscalisation entraîne, qu'on le veuille ou non, une hausse des prix de vente. Donc au final, la question que je me pose, mais j'ai la réponse là pour le coup, c'est à qui profite le crime ? C'est-à-dire qu'en fait, à travers le dispositif de défiscalisation, les bilans prévisionnels des promoteurs sont basés sur des prix de vente qui sont peut-être plus élevés qu'ils ne le seraient en dehors du dispositif de défiscalisation, et au final, c'est le prix de vente de foncier qui s'en trouve gonflé. Et donc c'est le propriétaire foncier qui, finalement, fait la bonne affaire dans cette histoire. Et dans les sociétés, c'est dans les zones tendues, les communes tendues, qui est le principal propriétaire foncier ? Un propriétaire privé ? C'est un propriétaire privé. Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc en fait, ça profite surtout aux propriétaires fonciers. Absolument. Donc, alors, est-ce que c'est bien, pas bien ? Là encore, je ne me prononcerai pas là-dessus. C'est un constat qui est absolument incontestable. Autre effet pervers, alors pour le coup, sur les zones moins tendues, vous avez parlé de Pau et de Tarbes. C'est vrai qu'on voit à travers la démarche Action au cœur de ville aujourd'hui le décalage que les dispositifs de défiscalisation ont pu avoir sur ces villes moyennes, en particulier le cas de Pau que je connais un peu pour y travailler depuis de nombreuses années, puisque SAGEC a été fondé à Pau donc, il y a 50 ans. Donc c'est un marché qu'on connaît bien. Sur les 10-15 dernières années, les dispositifs de défiscalisation ont mécaniquement entraîné une très forte production de logements à la périphérie de la ville-centre. Pourquoi ? Parce que le promoteur n'est pas plus idiot qu'un autre entrepreneur. Il va chercher la ressource là où elle est la plus abondante et la moins chère. Donc, là où elle est la plus abondante et la moins chère dans une agglomération, en général, c'est à la périphérie. Donc, il s'est produit à Pau, comme certainement dans de nombreuses villes moyennes en France, un phénomène centrifuge à travers lequel la production de logements a été quasi exclusivement, c'est pratiquement quasiment exclusivement produite sur la périphérie au détriment du centre-ville. Et donc, c'est vrai que la ville de Pau, aujourd'hui, il y a des représentants ici qui pourraient en parler beaucoup mieux que moi, se bat pour arriver à redynamiser le cœur de ville, refaire venir des habitants en centre-ville, et également de l'activité commerciale. Parce qu'on a également parlé d'aménagement du territoire, ce sont des questions qui seront certainement réabordées plus tard. À partir du moment où on concentre l'habitat en périphérie, il est logique que l'activité économique et le commerce en particulier se retrouvent en périphérie. Donc là, on a aussi une question à travers ces lois de défiscalisation, une question clairement d'équilibre du territoire à l'échelle des agglos, et on voit bien que toutes ces questions sont étroitement liées. Mais le Pinel donc sert effectivement à boucler des opérations, à lancer des opérations. Le Pinel est aussi contributeur donc d'une hausse des prix. Vous le disiez tout à l'heure. On sait maintenant qu'il va s'arrêter. Quelle est votre vision justement de ce qui va se passer sur votre marché à ce moment-là ? Alors, l'arrêt est annoncé, mais est-ce que c'est un arrêt de tout dispositif de défiscalisation ou est-ce que c'est un arrêt... Disons que pour le moment, il n'y en a pas d'autres qui soient présentés. Ceci dit, il s'arrête en zone B2, ça c'est une certitude, à la fin de cette année. Donc, inévitablement, ça nous oblige à modifier nos stratégies sur ces villes moyennes pour continuer à y travailler, parce qu'il y a des besoins, mais il faut regarder les choses sous un autre angle et produire différemment, travailler encore plus étroitement avec la collectivité pour faire sortir des projets qui correspondent à une réelle demande et qui, d'un point de vue commercial, aient une certaine appétence. Sur les chiffres globaux de la construction, on voit bien que le Pinel représente quasiment 50% pour beaucoup de constructeurs. Chez vous, il représente combien à peu près des ventes ? On est plutôt à 40%. C'est quand même considérable. Donc pour vous, on ne peut pas imaginer que 40% du chiffre d'affaires disparaissent. Mais en même temps... Tout à fait. Alors, et là, pour le coup, je pense que l'impact le plus fort sera certainement sur les zones tendues, puisque inévitablement, la disparition de la Pinel va décourager un certain nombre d'investisseurs. Et pourquoi ? Parce que la loi Pinel, j'ai envie de dire que c'est un peu l'effet placebo. C'est-à-dire que finalement, tout à coup, je me découvre des velléités d'investisseurs locatifs parce que je vais bénéficier d'une incitation fiscale. Mais en réalité, si cette incitation fiscale n'était pas mise en place, est-ce que le marché ne serait pas 20% moins cher ? Auquel cas, je pourrais, avec les mêmes rendements, investir également dans un bien
pour le mettre en location. Donc, cette analyse-là du marché, de la part des investisseurs potentiels, elle prendra certainement plusieurs années avant de revenir à un volume d'activité qui serait comparable à celui qu'on connaît aujourd'hui avec le dispositif Pinel. Alors, donc, on a vu trois grandes parties, trois grands axes de lancement, de construction, de logement, aussi bien le social, l'intermédiaire que le libre. On va peut-être maintenant aborder la phase financement. Je voudrais juste ajouter une chose quand même par rapport à la question que vous me posiez sur le devenir du marché ou de l'activité en cas de disparition, dans le cadre de la disparition annoncée de la loi Pinel. S'ajoute à cela la réforme de l'ISF qui ne fait peser aujourd'hui cet impôt exclusivement sur l'immobilier. Ce qui, là aussi, risque de décourager encore plus de potentiels investisseurs. Donc en fait, le risque à la fois de la disparition de la loi, enfin le risque de la disparition conjuguée de la loi Pinel avec l'avènement de l'IFI, le risque, c'est une baisse de la production de logements à vocation locative. Et là se pose une question, à mon avis, fondamentale, de savoir, finalement, quel est l'objectif en France et sur les territoires, parce que vous l'avez dit aussi, un des gros problèmes, c'est que les décisions ou la vision des choses arrivent souvent de Paris. On souffre quand même dans ce pays d'un jacobinisme absolument féroce. Et la question qui se pose, c'est est-ce que finalement, à l'échelle des territoires, la proportion entre propriétaires occupants et propriétaires bailleurs est la bonne, ou du moins entre propriétaires occupants et locataires. Est-ce qu'il vaut mieux une majorité de propriétaires occupants ou est-ce qu'il vaut mieux une majorité de locataires parce qu'on considère que ça favorise la mobilité professionnelle, etc. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que la question fondamentale se trouve là pour savoir ensuite quelles mesures on prend pour inciter tel ou tel type d'occupation des logements. Il faut des prix raisonnables, que ce soit pour les loyers ou pour les acquéreurs. C'est ça qui est le plus important. Dans tous les cas, et j'ajouterais pour finir d'ailleurs que nous, en tant que promoteurs, finalement, cette inflation sur les prix ne nous profite pas. C'est-à-dire que on préférerait un marché à des prix de sortie qui soient raisonnables, ce qui permettrait de produire et d'écouler des stocks beaucoup plus rapidement, qu'avec des prix de libre extrêmement élevés dans certains secteurs, je pense à Biarritz, Bidart ou Saint-Jean-de-Luz, qui de fait génèrent un marché totalement dichotomique entre d'un côté du très haut de gamme très cher et de l'autre côté du logement locatif social, et entre les deux, rien du tout. Voilà. Bon, à la limite, pour vous, ça ne change rien, puisque que vous en vendiez beaucoup moins cher ou moins plus cher, votre marge est à peu près la même, et de toute façon, vous encaissez à peu près la même chose. Et non, justement, non, pas du tout. Pas du tout. Non, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais, qui profite de crime. Ouais. Mais en fait, on travaille à marge constante. Et lorsqu'on vend très cher, c'est parce qu'on a vendu, on a acheté le foncier très cher. C'est le propriétaire qui en profite le plus. Alors, on a vu les différents axes, différents modes de construction et de satisfaction des besoins. On va maintenant parler du financement avec vous, Jean-François Rinfret. Quel est l'impact aujourd'hui? Est-ce que dans les montages, c'est vrai qu'on parle beaucoup aujourd'hui de la baisse des taux qui facilite l'accès au crédit et qui permet d'avoir accès à la propriété beaucoup plus simplement. Mais malgré tout, il y a une proportion considérable des emprunteurs qui ont besoin de montages particuliers liés à des prêts aidés. Et vous, en tant que leader du marché, vous êtes forcément à la manœuvre là-dessus, c'est-à-dire monter des dossiers où il y a à côté de vos prêts libres des prêts qui sont des prêts aidés de toutes sortes. Comment est-ce que ça se passe et quel pourrait être l'impact justement de la disparition d'une partie de ces aides? Ouais, alors effectivement, je pense que ça a déjà été bien, le décor a été bien campé sur cette activité d'accession au logement. Au-delà du logement social, il y a le logement global, général de tout le monde, la résidence principale, et souvent l'acquisition de la résidence principale, c'est le projet d'une vie. C'est le projet d'une vie, c'est le projet d'une famille. Et on le voit, c'est extrêmement au cœur de la préoccupation de nos concitoyens. Deuxièmement, quand on arrive à la retraite, pour 80 ou 90% des Français, le seul patrimoine dont ils disposent, c'est la résidence principale. Donc il faut effectivement avoir des niveaux de prix bas pour permettre l'accession à tout le monde, et il faut aussi des niveaux de taux bas
pour pouvoir financer cette accession. Parce qu'aujourd'hui, les Français, quand ils achètent un bien, ils le font à 90% avec du financement. Donc le premier rôle de la banque, déjà, c'est d'être la courroie de transmission pour des taux de crédit qui soient le plus bas possible. Alors on a la chance, depuis 2 ans, d'avoir des taux longs qui sont très très bas, donc des prix habitat qui sont les plus bas qu'on n'a jamais connus, au même moment où les niveaux de prix ont baissé. Donc, ça C'est permet- toujours le cas ou ça remonte un peu là? Non, ça devrait remonter. Alors, je ne suis pas un expert, enfin, tous les experts se trompent, c'est la particularité des experts. On pense que les taux longs vont repartir à la hausse progressivement. C'est déjà parti aux États-Unis, ça devrait se faire chez nous entre la fin de l'année et surtout 2019. Ce qui permet quand même aux acheteurs immobiliers aujourd'hui d'avoir encore une fenêtre de tir pour mener des projets. Ça, c'est très, Faut très acheter bien. dans les 6 mois qui viennent. Ouais, bah, oui. Voilà, il accepte les signatures. Mais on l'a vu, ça c'est un discours global. Il faut se méfier de ces discours généraux parce que on a parlé des zones tendues et des zones non tendues. Il y a beaucoup d'écarts. C'est-à-dire qu'entre un marché, quand on prend un barème et qui est fixé 50% sur le marché parisien, c'est pas le même que le marché à Limoges ou le marché à Bougnouz. Donc il faut faire attention avec ces moyennes. Donc on voit bien la première mission d'une banque, c'est de permettre une bonne adéquation et de distribuer des taux bas. On a la chance en France, c'est que le système bancaire français est le système qui marge le moins sur les crédits habitat. Voilà, les anglo-saxons margent un peu plus. Donc ça permet d'avoir une bonne répercussion et de faciliter cette accession au logement. Ça, c'est un premier point. Alors il y a des risques pour ça. Il y a des risques, et moi je vais ouvrir deux petites fenêtres là-dessus. Le premier, c'est que l'activité bancaire est soumise à un certain nombre de contraintes réglementaires. Alors je sais que ça ne vous fait pas frémir que les banquiers soient soumis à des contraintes, mais ça peut avoir un impact. La première, c'est les exigences en fonds propres qui sont de plus en plus importantes. Or, si les exigences en fonds propres des banques sont de plus en plus importantes, ça va avoir un impact sur la distribution de crédit. Parce que nos exigences en fonds propres sont liées à notre activité de distribution de crédit. Donc mécaniquement, si la contrainte est plus forte, on va restreindre la distribution de crédit, ou on la fera à un coût plus élevé. Donc il y a un risque, au moment où la courbe des taux va augmenter, si la pression se fait plus forte sur les banques, il y a un risque que les banques, dans ces cas-là, essayent de marger aussi un peu plus. Si on marge un peu plus, c'est forcément moins de pouvoir d'achat, moins de capacité d'endettement pour les ménages. Une modification de 1 point de baisse de taux ou une hausse de 1 point de baisse de taux, c'est 8 à 10% de capacité d'endettement en moins pour les ménages. Donc vous imaginez que les premiers qui vont être touchés, c'est forcément les ménages modestes. Ça, c'est un point qui est extrêmement important. Le deuxième point qui est important, c'est que les systèmes anglo-saxons, et on l'a vu en 2008, c'est ce qui d'abord explique les différences de résilience entre le système bancaire français et le système américain, sont basés sur des scores d'analyse qui sont basés sur la valeur du bien, et non pas sur les revenus des emprunteurs, entre le loan to revenue et le loan to value. Si on change ce système-là, c'est-à-dire que si on ne se base plus sur la capacité d'endettement des emprunteurs, mais sur la valeur du bien, eh bien, ça va fausser les règles du jeu qu'on a actuellement en France. Et là encore, il y aura une disparité qui va se creuser entre les zones tendues et les zones moins tendues. Entre l'immobilier qu'on peut imaginer valoriser très rapidement, comme à Paris ou sur la côte basque, et ce qui se passe à Tarbes ou en périphérie de Tarbes, par exemple. Donc là encore, il y a des risques de distorsion qui pourront modifier les conditions d'accès. Et je vais plus loin. On va parler du PTZ tout à l'heure. Mais le PTZ, il est basé sur quoi? Il est basé sur les revenus des emprunteurs. Si demain, dans le système, je ne sais pas, mais on peut faire une hypothèse, si demain, on supprime le système d'évaluation de scoring sur les revenus, à quoi sert de mettre des mesures en place qui sont basées sur les revenus des emprunteurs? On peut très bien imaginer qu'on peut supprimer le PTZ d'un seul coup. Donc il y a des risques sur cette activité de crédit. La deuxième chose qui est importante, le rôle des banques, on a un rôle aussi d'information et de formation. Parce que quand c'est le projet d'une vie, souvent, vous venez avec l'envie d'acquérir un logement, mais c'est difficile entre les mesures, les prêts aidés, les prêts non aidés, et combien je peux emprunter. Parce que vous allez faire, aujourd'hui, la durée d'endettement est toujours la même. La moyenne, c'est entre 18 et 20 ans. Pendant 18 ou 20 ans, vous allez avoir une charge. Et les aléas de la vie sont multiples et nombreux. Il y a des divorces, il y a des changements de situation professionnelle. Donc, il faut pouvoir calculer au plus juste. Et mine de rien, quand même, les banquiers ont un rôle, et jouent bien ce rôle de formation et d'information des emprunteurs. D'ailleurs, la directive sur le crédit européen qui a été mise en place ces dernières années l'a montré et a imposé à tous les distributeurs de crédit des efforts de formation pour que
les exploitants bancaires et tous les intervenants sur le marché soient en capacité de former encore mieux les emprunteurs. Ça, c'est important. Puis après, on a aussi un rôle effectivement important, c'est de diffuser les mesures spécifiques, que ce soit PTZ, Pinel, on en a parlé, ou autres systèmes de c'est intéressant pour vous, pour votre activité? Je vais donner un exemple. Je ne sais pas si c'est utile. Moi, j'ai la conviction que c'est utile, les mesures PTZ. Entre une caisse régionale comme la nôtre, on a 42% de part de marché, on fait à peu près une production crédit annuelle d'1,2 milliard. Lorsque l'État met en place des mesures de PTZ pour accompagner le neuf et l'ancien sans avoir des restrictions de zonage, on peut monter la production, la distribution en un an de PTZ à presque 100 millions. Alors qu'autrement, on est à moins de 10 millions. Ça veut dire quoi? Et c'est pas du financement qu'on a pris sur du financement classique. Parce que la caractéristique du PTZ, on l'a vu, c'est d'avoir des taux, c'est zéro. Mais au même moment, nous, on a des taux bas. Le principal avantage, c'est le différé dans le remboursement. Et le différé dans le remboursement, là aussi, va resolvabiliser une partie des gens qui ne seraient pas solvables sans ce procédé-là. Donc oui, effectivement, nous, on est pour... moi, personnellement, je suis convaincu que ces mesures d'accession comme le PTZ sont utiles pour faciliter l'accession au logement. Donc il faut continuer à le faire. PTZ, Pinel, Pinel, c'est autre chose. Autre chose, on avait très bien parlé. Il y a d'autres mesures comme les PLS, les prêts logements sociaux, où là encore, on a un rôle à jouer parce que ça permet, en favorisant la promotion et la mise en place de programmes PLS, de permettre à des locataires à des revenus très modestes de pouvoir se loger. Donc là encore, il y a des mesures qui sont extrêmement importantes. Autre mission des banques, je peux y revenir dessus, c'est aussi l'épargne logement. On fait du financement, mais on fait aussi du placement. Alors l'épargne logement, certes, c'est moins attractif pour les porteurs de projets habitat, sauf que ça a un mérite extrêmement fort. Souvent, c'est que ça permet aux gens de préparer leur projet habitat. On a quand même un certain nombre de gens qui viennent nous voir, je veux acheter une maison, vous avez préparé, vous avez l'épargne. Bah non, il fallait le faire. Oui, il faut le faire. Oui, ça se prépare. Et l'épargne logement a ce mérite-là, c'est que ça a une vertu pédagogique et ça permet d'anticiper et de préparer les projets habitat. Donc il y a des choses qui sont utiles aussi dans cette activité bancaire. Alors après, je vais aller sur une autre fenêtre, c'est que la Caisse régionale Pyrénées-Gascogne est forcément, évidemment, un établissement bancaire, mais c'est aussi un groupe. Et on a pris, nous, le choix d'agir directement. Donc on s'est investi un peu plus dans les acteurs de la chaîne immobilière et dans le foncier. C'est-à-dire qu'on a pris des parts à la fois dans l'administration de biens, mais aussi dans la promotion immobilière, pour essayer de pousser des programmes un peu originaux, où on va mettre en œuvre, on l'a fait d'ailleurs à Lons, à côté de Pau, on le fait à Tarbes aussi, on va faire des programmes, on va mixer à la fois le logement libre et le logement social, on va mixer le collectif et l'individuel, pour essayer là aussi d'être au-delà de l'aspect financement, mais de jouer un rôle, de remplir totalement notre responsabilité sociale, sociétale, environnementale dans la construction de programmes qui vont favoriser justement l'accession au logement. Eh bien, merci. Didier Ridoré, pour aller rapidement, parce que le temps tourne, je suis désolé. Est-ce que en quelques mots, vous pourriez nous expliquer quel est l'état de la sensibilité de la construction, justement, à toutes ces mesures d'aide? Alors, si vous le permettez, je vais me circonscrire, je vais me limiter à ma fonction de président de la SMA BTP, donc cette vision que je peux avoir sur les entreprises de construction et les artisans du monde du bâtiment et du monde des travaux publics. Ce que je voudrais quand même rappeler, comme vous l'avez dit, j'ai été avec mon ami Bruno Dumas à la Fédération française du bâtiment. Bruno était vice-président. Moi, je la présidais de 2008 à 2014. Ce que j'ai pu constater, mais je le constatais déjà depuis de nombreuses années en tant qu'entrepreneur, c'est que nos métiers de la construction sont soumis à des cycles permanents. Je pense que ça a déjà été mentionné. Ces cycles sont très destructeurs, en fait. Ils sont très destructeurs parce que c'est l'équivalent de stop and go qu'on peut connaître aujourd'hui dans les voitures. On s'arrête, le moteur ne tourne plus, on redémarre, etc. Et ces cycles, nous en avons connus depuis 40 ans un grand nombre, que ce soit avec le choc pétrolier de 73, que ce soit la crise de 80, que ce soit 95, que ce soit 2008, auquel vous faisiez référence tout à l'heure, eh bien, derrière ces cycles, il y a des baisses d'activité, donc évidemment de production, donc un tissu d'entreprises et d'artisans
qui est très décimé parce qu'ils n'ont plus de travail, donc ils licencient, ils perdent leurs salariés, l'outil devient moins performant, et donc ça crée évidemment des séismes économiques qui sont très destructeurs. Et ça, je pense qu'il faut le rappeler parce que je soupçonne que les aides sont un peu, quelque part, les filles de ces cycles. Alors, bon... On parle très souvent de shoot d'aide. Oui, et puis vous savez que quand on est drogué, c'est pas terrible. Hein. Camé, il a besoin parfois de périodes de désintoxication. Et, voilà. Et, alors, et d'abord, c'est interdit en plus. Être drogué, c'est interdit. Et où dans le cycle se situe-t-on aujourd'hui? Comment est-ce que vous nous voyez la situation actuelle et peut-être les quelques mois qui viennent? La situation actuelle, je pense qu'il y a d'éminents intervenants sur cette tribune qui pourraient, autant en logement social qu'en logement privé, que sur des problèmes financiers, évoquer le sujet. Moi, ce que je voudrais vous dire, parce que vous me posez une question sur faut-il ou pas supprimer les aides, moi j'aurais tendance à dire il faut les diminuer. Parce que finalement, s'il y a des aides, pourquoi y a-t-il des aides d'après vous? C'est parce que l'immobilier est trop cher. Ou que les Français sont soumis à des prélèvements obligatoires, ou que ce soit les entreprises ou les citoyens, à des niveaux trop élevés. Si nous n'avions pas autant de fiscalité, eh bien, on n'aurait peut-être pas besoin d'aide. Donc, moi, je me dis, les aides, effectivement, il faut les diminuer progressivement. Elles ont un certain nombre d'avantages, ça a été rappelé, hein, effet booster, effectivement. Elles ont un certain nombre d'inconvénients. Un des inconvénients, c'est donc cette fabrication, entre guillemets, de cycles, mais je peux en citer d'autres. Hein. Il y a un effet d'aubaine, hein, je crois que ça a été rappelé à un moment. Il peut y avoir un effet inflationniste, même si ce n'est pas forcément majeur, il peut y avoir un effet inflationniste. Il y a aussi peut-être un ciblage vers l'immobilier au détriment d'autres activités dites productives. Hein, c'est le discours aujourd'hui du gouvernement. Bref, il y a un certain nombre d'inconvénients à ces aides, même si on peut considérer que ces inconvénients ne sont peut-être pas aussi importants que certains peuvent le décrire. Mais moi, je constate que ces aides, elles permettent effectivement... Vous parliez tout à l'heure de 2008. Bon, je ne pensais pas faire un comeback comme ça sur mes activités de président de la fédération d'il y a 10 ans. Mais quand la crise est intervenue, septembre 2008, donc patatras, une crise majeure... 1929 à côté, c'était de la rigolade. Enfin, la chute de Lehman Brothers. Tout le monde se posait la question de savoir s'il ne fallait pas retirer son argent du Crédit Agricole. Non, peut-être pas vous. La Société Générale, si, je m'en souviens. Donc, c'était quand même la panique. Bon, on a eu un gouvernement qui a été assez réactif. Hein. C'était à l'époque Mme Boutin qui était ministre du Logement sous Sarkozy. Et donc, avec... mon compère, directeur des services économiques de la FFB, qui se cache en fond de salle, Bernard Colosse, nous allons voir donc la ministre et on dit il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose pour que l'activité économique et les entreprises eh bien, puissent... Et là, qu'est-ce qui se passe? On met en place le cellier. Moi, j'étais entrepreneur de bâtiment à ce moment-là. Je dis le cellier, c'est incroyable, 25% de déduction, il faut y aller, etc. Bernard me dit, président, faites attention, vous allez voir, un effet booster comme celui-ci, ben après l'effet CAM, qu'est-ce qui se passe? Et ça, il faut être très vigilant. Et d'ailleurs, on se pose donc cette question, est-ce que finalement ces aides... Parce que vous avez pu constater qu'il y a toujours des aides. Mais il n'empêche que ce qu'on attend, c'est le surplus d'aide par rapport à celle qui existait avant. Mais on est camé à l'aide. On est drogué à l'aide. Et donc on se dit, s'il n'y a pas une aide supérieure à celle qu'on a connue, ça ne va pas fonctionner. Mais il n'empêche que des aides, on en a en permanence. Donc moi, je serais favorable... On peut vivre sans ou pas? Alors, il ne faut surtout pas les arrêter brutalement. Vous savez, un drogué, je pense que si on arrête tout, ça se passe mal. Il faut partir en sifflet vers une diminution des aides et vers une baisse des prélèvements obligatoires. Enfin, on voit bien, mais ce n'est pas dit tout ça. Mais les droits de mutation, combien ils ont pris là? Hein?
Les taxes diverses et variées, je ne sais pas si certains, ils peuvent le constater, puisque tout le monde est plus ou moins propriétaire d'un logement. Hein, pas tout le monde, mais il y en a beaucoup quand même. Les taxes foncières, les taxes d'habitation. Je me souviens, il y a à peu près 10 ans, une taxe foncière, ça a représenté, allez, je parle sous le contrôle du promoteur, un demi-loyer mensuel. Aujourd'hui, on est à 2,5. Non, c'est pas vrai? C'est ça, ouais. 2,5. Donc ça veut dire que vous mangez 2 mois de loyer avec votre taxe foncière. Bon, tout ça. Est-ce que la raison de tout ça n'est pas que les prélèvements vont au bénéfice des collectivités territoriales, tandis que les aides, elles sont accordées très souvent par l'État. Donc c'est une forme de transfert entre l'État qui dépense et les collectivités territoriales qui encaissent. Quand on regarde bien ce qui se passe, les impôts locaux CE, une grosse partie des taxes de transaction CE, et donc il y a une sorte de transfert qui se fait de manière naturelle. Et là-dessus, on aurait du mal à imaginer que ça puisse s'arrêter, à moins de soulever une véritable révolution au sein même de l'Assemblée. Oui, non, mais je Pas pense sûr que... qu'ils soient d'accord, les représentants élus. Je pense que ça a été bien dit par Bruno on en Dumas parlera. tout à l'heure. Je pense que ça a été bien dit par Bruno Dumas. C'est une question de delta entre les prélèvements et des aides. Moi, je suis favorable. Enfin, je vois bien comment notre clientèle à la SMA BTP, ce sont les entreprises, les artisans, bon, qui vivent de leur métier de la construction ou des TP, bâtiments ou TP. Eh bien, on voit bien qu'ils le constatent tous les jours. Ils en souffrent de ces questions, toujours. Est-ce que Pinel va être arrêté, pas arrêté? Alors, ça a été dit, oh non, c'est pas possible que le Pinel s'arrête, ils vont nous trouver quelque chose. On l'espère, parce qu'il y a des lobbying qui se mettent en place, etc. Bon, tout ça pour sauvegarder un système d'aide. Et les entreprises, pendant ce temps-là, eh bien, vivent dans l'inquiétude. Est-ce que je vais pouvoir garder mon personnel? Est-ce que je vais pouvoir continuer à vivre, etc. Donc, moi, je le répète, pour une baisse raisonnable, mais certaines des aides, avec en parallèle une baisse des prélèvements et des taxes qui viennent nous impacter et polluer systématiquement l'activité économique. Je vais certainement faire bondir beaucoup de gens, mais à mon âge, je ne risque plus rien. Mais quand vous achetez un logement immobilier et dans lequel il y a 25% de logements sociaux, l'équation, demandez au promoteur. Hein? On est d'accord? C'est bien celui qui va acheter le logement libre qui va payer le delta. Donc on est en paix. Et ça, généralement, ils ne le savent jamais, parce qu'on ne leur dit jamais. Ou pas souvent. Donc, mais ça, c'est un type, vous voyez, ça, c'est le type même de taxation qui est rampante, sur lequel personne ne vient trop parler, mais qui fait qu'à un moment ou à un autre, on a un prix de l'immobilier qui est tellement élevé, sans parler des collectivités locales. Bon, collectivités locales, quand un maire a un terrain, c'est avant tout un citoyen et c'est un amoureux de l'immobilier, comme on est tous amoureux de la pierre, on a tous une vieille ferme en tête à rénover, etc. Bon, et ben son terrain, il va le vendre un maximum. Bon. Bah oui, mais tout ça, ça concourt à une augmentation des prix. Donc les prix sont tellement élevés, il faut aider le secteur. Et hop, et on repart dans le cycle. Voilà. C'est une réponse claire. Ah, non? c'est clair. Ah. Annabelle Violet, vous intervenez sur un grand nombre d'opérations. Sans la caisse, je pense qu'il y a pas mal d'opérations qui ne pourraient pas se faire. Vous aidez au financement. Vous êtes une sorte d'aide aussi, tout en étant pleinement aux commandes et donc maîtrisant toute la filière. Comment est-ce que vous voyez évoluer ces choses-là? Est-ce que si on pourrait se passer des aides que vous utilisez comme tous les autres grands acteurs? Alors en fait, peut-être en préambule, rappeler le modèle de la Caisse, qui est un modèle très spécifique, qui est franco-français et dont je pense nous pouvons être particulièrement fiers. C'est un modèle qui est basé sur l'épargne des Français. Nous centralisons un peu plus de 60% de l'épargne populaire. Et avec cette épargne que nous faisons fructifier en la plaçant, nous arrivons à faire des prêts très long terme pour accompagner les bailleurs sociaux dans la grande majorité et aussi les collectivités locales sur des projets d'envergure de type très haut débit, assainissement, enfin des projets très long terme. Donc je tenais à le rappeler parce que c'est un modèle particulièrement vertueux
qui mérite d'être défendu, à mon sens. Sur l'accompagnement des bailleurs, Muriel Boulmier le disait tout à l'heure, on a déclenché une procédure un peu exceptionnelle à la Caisse des dépôts au moment où est sortie la loi Elan, tout simplement parce qu'on avait un objectif majeur qui était d'éviter à tout prix qu'il y ait une baisse des investissements et que les plans d'investissement prévus par les bailleurs ne soient pas respectés dans les années qui viennent. Et donc on a déclenché un certain nombre de mesures, je vais en citer quelques-unes, je ne serai pas exhaustive parce que ça serait rentrer dans trop de détails, mais sur l'allongement de la dette des bailleurs, sur une aide à la trésorerie des bailleurs, sur un prêt haut de bilan bonifié parce qu'on sait que l'un des nerfs de la guerre, c'est les fonds propres des bailleurs et que le fait d'injecter de plus en plus de fonds propres dans les opérations est un enjeu. On a mis en place tout un tas d'enveloppes exceptionnelles, qui ne sont pas des enveloppes qui étaient prévues sur autre chose et qu'on a refléchées sur les bailleurs, qui sont des enveloppes qu'on a créées ex nihilo, voilà, avec l'appui du ministère de l'économie, puisque vous le savez, comme il s'agit d'épargne populaire, on est quand même sous tutelle de Bercy pour bâtir nos offres. Voilà, ça, je tenais à le préciser également. Un point peut-être sur notre vision du projet de loi Elan et de l'impact qu'il a sur le tissu des bailleurs, notamment en Nouvelle-Aquitaine. On est très vigilant au fait qu'on ne peut pas raisonner de manière monolithique. Un bailleur qui est sur une zone tendue en métropole à Bordeaux n'est pas un bailleur qui est dans le Béarn ou un bailleur qui est dans le Limousin. Et on ne peut pas appliquer les mêmes règles à tout le monde. Et donc nous, notre enjeu, c'est d'accompagner au plus près le bailleur par rapport à ses défis, aux défis qu'il a à relever. Les enveloppes que je vous ai décrites là ont plutôt été fléchées, pour être très clair, sur les enjeux de construction neuve. Pour qu'il n'y ait, encore une fois, pas d'infléchissement des plans d'investissement prévus. Notre enjeu maintenant, c'est de réfléchir à des offres qui soient sur les zones détendues, parce qu'il y a des enjeux sur les zones détendues, parce qu'il y a des enjeux de construction neuve, mais il y a aussi des enjeux de démolition, et il y a des enjeux de réhabilitation thermique. On n'en a pas du tout parlé ici, mais ça me semble fondamental. C'est-à-dire que le coût d'un logement, pour un locataire, c'est le coût du loyer, mais c'est aussi tout ce qui est toutes les charges. Et donc la performance énergétique d'un logement, elle est absolument fondamentale dans le budget d'une famille. Donc voilà, l'idée pour nous, c'est d'être les plus souples et les plus adaptables avec des offres qui collent complètement aux enjeux et aux défis des bailleurs, quelle que soit leur situation géographique, quelle que soit la nature de leur parc locatif, etc. Ça veut dire que s'il y a une baisse des aides, vous allez être appelé à augmenter votre apport et votre participation. Mécaniquement, il est fort probable, qu'il y ait un effet immédiat sur le volume de prêts que l'on va faire ou le type d'enveloppe que l'on va pouvoir créer avec des offres un peu spécifiques, de prêts à taux fixe, etc. Oui, bien sûr. Et vous êtes en capacité de le faire, d'augmenter encore votre effort tel qu'il est aujourd'hui? Les poches sont pleines. C'est le nôtre. Les poches sont pleines peut-être. Oui, non, bien sûr qu'on va être en bien sûr qu'on répondra. C'est notre ADN, c'est notre mission première. Ce que je vous ai décrit sur le mécanisme de l'épargne des Français et ce qu'on a mis en place, ça date de 1837 à la Caisse des dépôts, c'est pas nouveau. Donc c'est un métier qu'on porte depuis fort longtemps et on a connu des crises, beaucoup de crises. Et on a su accompagner nos clients dans des périodes de crise extrêmement complexes, 2008 notamment. Donc voilà, on répondra présent, bien évidemment. La Caisse des dépôts ne peut pas être absente de ces enjeux-là, c'est impossible. Écoutez, merci beaucoup, messieurs et mesdames. Merci à vous.